Eh bien, bonsoir à tous. Je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association d'aide aux personnes infertiles, les Cigognes de l'Espoir, dont le site internet est www.lescigognesdelespoir.com. Ce soir, nous vous proposons une troisième et dernière webconférence sur le thème Couple en PMA, vivre ou survivre. Ces trois conférences sont animées par trois psychopraticiennes spécialistes de l'accompagnement périconceptionnel, partenaires de longue date de notre association. Mathilde Muliez, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Éléonore Béchaud, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Et Estelle Métro, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous et toutes. Vous recevez, mesdames, dans vos cabinets et en ligne, des couples et des femmes qui désirent enfanter, qui vivent un parcours de PMA, qui veulent fonder une famille, parfois avec la contribution de tiers, donneurs de gamètes. Et dans ce cycle de trois conférences, vous vous adressez plus particulièrement aux couples. Vous observez comme nous que les couples sont souvent mis à rude épreuve dans les parcours de PMA. Peut-être, vous qui nous écoutez, avez-vous pu suivre notre première conférence du 22 février sur le thème du désir d'enfant, de la projection et de l'attente en couple. Et aussi, ou aussi, la seconde du 14 mars sur le thème des relations au sein du couple et avec les tiers. Dans cette troisième conférence, nous nous demanderons, comment intégrer ce parcours dans nos histoires de vie. Vous allez explorer comment le parcours de PMA nous fait à la fois revisiter l'histoire de nos désirs et nos histoires personnelles de naissance, d'enfance, de vie, redécouvrir nos histoires familiales et de transmission, et raconter notre parcours de fécondité et les conditions de conception de nos enfants. Bienvenue aux participants qui viennent de nous rejoindre. Vous pouvez nous poser vos questions dans le chat, il y sera répondu en fin de conférence. Et vous pourrez bien sûr échanger avec Éléonore, Mathilde et Estelle. Mesdames, c'est à vous. Merci Philippe. Pour cette troisième conférence, nous vous proposons de nous pencher plus particulièrement sur le récit du parcours de PMA. Je précise en préambule que comme pour notre première conférence et notre deuxième conférence, nous évoquerons ce soir des exemples issus de notre pratique et nous le ferons toujours dans le respect du consentement de nos consultants et bien sûr de leur anonymat. D'ailleurs, aujourd'hui, nous continuerons à tous les appeler Jules et Julie, Julie et Juliette, Julia et Julien. Pour ceux qui ont déjà suivi la première et la deuxième conférence, ça vous semblera donc familier. Avoir un enfant est une idée simple de prime abord. Pour beaucoup, ce sera ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, quand pour d'autres, c'est toute une autre histoire. Vous qui êtes là, qui vivez peut-être une forme d'infertilité, vous ne le savez que trop bien. Espérer avoir un enfant quand on vit un parcours de PMA engage très fort les corps et la médecine. Et ça, c'est déjà toute une histoire. Mais nous sommes aussi des êtres d'émotion, des êtres de relations et des êtres de récits. C'est pourquoi, dans la première conférence, nous avons parlé d'une histoire de désir partagé et de construction commune du projet, puis dans la seconde conférence d'une histoire d'alliance dans le couple et de composition avec les tiers qui vont s'immiscer dans le projet. Et enfin, et c'est le thème de la conférence de ce soir, avoir un enfant va engager à créer une histoire commune à partir de deux histoires distinctes. En effet, avoir un enfant ensemble, c'est relier, c'est mettre un trait d'union entre deux histoires de vie, deux histoires de famille et deux histoires sociales avec toute la complexité que ces histoires recouvrent. Nous partons du postulat que nous sommes des êtres d'histoire et que nous tissons et que nous racontons ces histoires. Et quand bébé ne vient pas, cela invite à se demander, y a-t-il un lien entre cette difficulté à concevoir et l'histoire de notre couple et de son désir? Y a-t-il un lien entre cette difficulté et ma propre histoire de vie, ma propre histoire d'enfance, mon histoire de naissance, ou et celle de mon ou ma partenaire? Est-ce que notre parcours s'inscrit dans l'histoire familiale ou nous situe en marge? Et comment se raconter? Raconter à un enfant demain, raconter à l'entourage la préhistoire de la conception, les difficultés rencontrées, les choix réalisés pour permettre cette venue. Nous allons tenter d'explorer ces questions tout au long de la conférence. À l'origine d'un enfant, il y a souvent une histoire de désir, un désir qui peut être conscient ou non.
Ce désir est là, la plupart du temps, porté par un couple. Un couple qui, avant de désirer devenir parent, a tissé une histoire commune. Cette histoire, nous l'appellerons la genèse du couple. C'est ce sur quoi le couple s'est constitué, ce qui a décidé les membres du couple à s'engager ensemble, la projection idéale du couple, en somme. Bref, c'est ce qui constitue le socle solide d'un couple qui décide de s'engager dans l'aventure de la parentalité. À ce premier niveau, on peut alors se demander ce que le couple se raconte de ses projets de vie, de ses projets personnels, de ses projets communs, de ses projets familiaux, et les attentes que chacun a envers le couple. Et quel sens a le projet d'enfant pour chacun dans ce projet plus vaste qui est celui du couple? Estelle, peux-tu nous donner quelques exemples? Oui, Mathilde, alors c'est par exemple Julie qui se dit que donner un enfant à son compagnon, c'est ce qui va sceller son couple et pour elle, son couple ne survivra pas à la non-venue d'un enfant. Elle ne peut pas envisager d'être aimée que si elle peut donner un enfant à son partenaire. Au contraire, pour Juliette, le désir, il est présent, il est vivant, mais il est aussi questionnant. Est-ce qu'on ne va pas perdre l'essence de notre couple en ayant un enfant? Comment garder le couple amoureux à la première place en devenant parent? Et pour Jules, de son côté, eh bien, il veut surtout rendre heureuse sa partenaire. Et donc, il se laisse entraîner par son désir à elle d'avoir un enfant. Il s'approprie peu à peu ce désir qui devient aussi le sien. Vous l'aurez compris, chaque désir d'enfant est le fruit de deux histoires. Il est aussi teinté de nombreux questionnements, parfois inconscients, qui touchent à des enjeux de place, d'équilibre et de relations dans le couple. Ce désir s'accompagne de peurs également, des peurs sur l'impact de l'arrivée d'un enfant pour le couple, des peurs relatives à la place qu'aura chacun dans cette famille, des peurs sur l'environnement dans lequel on évolue, la situation économique, la situation professionnelle, la situation environnementale, etc. Et puis des peurs de l'échec, parfois des peurs de faire souffrir ou de souffrir soi-même en devenant parent. Ces peurs et ces doutes sont normaux. Ils n'empêchent pas le désir d'être présent et le désir d'être vibrant. Ils font partie du voyage vers la parentalité. Simplement, quand l'enfant tarde à venir, ils sont plus visibles. On s'y attarde, on les interprète comme des raisons à l'infertilité. Explorer et reconnaître nos ambivalences, nos doutes, nos peurs, pouvoir les nommer, les identifier et les accueillir sans jugement permet au couple de donner un nouveau sens à ces peurs et de créer une nouvelle histoire commune. Éléonore, peux-tu nous en dire plus sur ce qui se passe au cabinet? Oui, Mathilde, l'espace thérapeutique permet effectivement d'offrir un espace au couple et à chacun de ses membres pour exprimer ses inquiétudes, ses craintes et ses doutes que tu viens d'évoquer et trouver sa place dans ce projet. Tout l'enjeu va être d'accueillir ces différents points de vue et que chacun puisse reconnaître et véritablement entendre les différences, différences de vécu, de perception, de temporalité du désir et aussi des ambivalences que nous avions largement évoquées en première conférence. Ce partage, appuyé par différents outils dont nous avions également déjà parlé, tels que le collage par exemple, va peu à peu permettre de passer de deux désirs distincts à un nouveau récit commun du désir du couple. Et ce récit commun du désir du couple va être d'autant plus important que les deux membres du couple ne vivent pas les essais de la même façon. Comme nous l'avions développé lors de la première conférence, les femmes et les hommes vivent des différences physiologiques de base particulièrement sensibles quand il y a un projet d'enfant. Les femmes sont plutôt sur une temporalité cyclique et vivent des choses dans leur corps, alors que les hommes sont plutôt sur une temporalité linéaire et les choses se déroulent hors d'eux-mêmes. Ces différences sont souvent accentuées dans le cadre d'un parcours de PMA. Il y a un décalage à la fois dans ce qui est vécu et dans la manière dont chacun se représente les choses. Et ces différences de projection vont avoir un effet en cas de perte ou d'échec d'implantation ou de grossesse biochimique ou encore si la grossesse s'arrête, même au bout de quelques jours. Nous entendons souvent les femmes raconter qu'elles ont le sentiment de perdre un bébé et de vivre un deuil à chaque échec, quand les hommes parlent plutôt de projets différés. Bien sûr, vous pourriez vivre quelque chose de différent et tout est juste. Ce qui paraît important dans tous les cas, c'est de pouvoir percevoir ces différences, de parvenir à les exprimer et de raconter son vécu à l'autre. Quand les deux membres du couple n'ont pas le sentiment de perdre la même chose, ça peut devenir une difficulté pour se comprendre. Ça peut être aussi une source de tension, ou au contraire, ça peut être une ressource, parce que celui qui voit loin va pouvoir soutenir, va pouvoir être un pilier pour aider le couple à se relever de l'épreuve. Parfois, cette discussion est oubliée. Le couple, porté par l'illusion de transparence, l'autre c'est forcément ce que je vis et comment je le vis, peut oublier de se parler, de mettre des mots, de se raconter mutuellement ce que chacun vit. Il est plus ou moins facile de mettre des mots sur ce que l'on vit et de parler de son vécu émotionnel. Pour certains, c'est une évidence.
quand pour d'autres, c'est beaucoup plus complexe, voire envisageable uniquement dans un espace dédié tel que peuvent l'être nos espaces thérapeutiques. Dans tous les cas de figure, pardon, sont possibles, y compris à l'intérieur d'un même couple. L'espace thérapeutique peut permettre cette mise en mots, l'écoute, l'échange et des outils facilitants comme le schéma du parcours, le collage ou encore le photolangage. Trois outils que nous avions également évoqués en première conférence aident les couples à représenter, raconter et construire ensemble ce regard commun. Parler de ce qui est vécu est une vraie ressource pour se relier et continuer de tisser l'histoire commune. Se raconter apporte de la reconnaissance, des jeux de miroir, de complémentarité et de la compréhension mutuelle ainsi que du dialogue. Cela permet parfois une clarification des ressentis et des projets et de pouvoir prendre ensemble des décisions qui sont éventuellement restées en suspens. Alors revenons à ce que Julien et Juliette ou Judith nous disent au cabinet. Julien nous partage par exemple en fin de séance, en voyant ce dessin de parcours de Julia, j'ai réalisé cette histoire de montagne russe émotionnelle dont elle me parlait tout le temps. J'ai vu qu'à chaque retard de règles, elle se réjouissait et à chaque retour des règles, elle vivait une plongée dans sa tristesse. Et j'ai compris qu'on n'était pas en phase et je pense que cela va m'aider à mieux la soutenir au prochain essai. Judith, elle, voit que son compagnon a représenté, toujours sur un dessin de parcours, les fausses couches répétées de sa propre mère et ses attentes déçues d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et elle réalise alors qu'il est habité par ce désir d'enfant depuis toujours, en fait. Alors que de son côté à elle, la conscience d'un désir se manifeste avec la rencontre de son compagnon. Donc l'histoire de leur désir, la temporalité de leur désir est très différente. Mathilde, on ne t'entend pas. Pardon, je vais de réactiver mon micro. Nous venons de décrire ce qui peut se vivre autour du projet d'enfant en lien avec l'histoire du couple au moment présent. C'est essentiel et déjà éclairant. Mais cela ne couvre qu'une partie de l'histoire, celle du couple. Dans l'histoire du désir d'enfant, il y a souvent une dimension oubliée, les histoires des personnes. En effet, la transformation psychique qu'implique le fait de devenir parent va venir réactiver nos histoires de naissance et de vie en lien avec le devenir parent. Cela peut venir réactiver une histoire de naissance difficile, une grossesse pas attendue, trop précoce, non désirée, compliquée, avec des antécédents de deuil périnataux, comme par exemple des fausses couches, une IMG, une mort in utero ou un bébé mort-né, etc. Enfin, toutes les difficultés qui peuvent être en lien avec la naissance, ou des difficultés dans le postpartum. Alors, Juliette nous raconte qu'elle garde du récit de sa naissance prématurée une impression d'avoir été comme expulsée du ventre de sa mère et d'avoir été un bébé très seul qu'on a peu visité à l'hôpital en couveuse. Et un bébé qu'on a peu rassuré alors qu'elle hurlait dans son berceau, seule pendant des heures. Et cette solitude l'impacte encore aujourd'hui. Et elle comprend que sa mère a probablement débuté une dépression à la naissance. Et cela l'inquiète. Elle ne veut pas faire ressentir à un futur enfant de tels états émotionnels. Elle a peur de rejouer l'histoire familiale en faisant elle aussi une dépression du postpartum. Donc avec Juliette, nous travaillons sur son empreinte de naissance à l'aide d'un outil que l'on appelle la crèche. Cela lui permet de mettre de la distance entre sa propre histoire et celle qu'elle est en train d'écrire en envisageant de devenir mère à son tour. Cela permet aussi de travailler sur la charge émotionnelle de son propre vécu. Le chemin pour devenir parent peut aussi réactiver une histoire d'enfance difficile, comme par exemple un contexte de violence familiale, des relations conflictuelles avec les parents, un attachement insécure, une éducation où l'enfant n'a pas eu sa place, ou des relations de fratrie particulièrement difficiles. C'est le cas de Julien qui a grandi dans un climat très conflictuel où il a été témoin de nombreuses disputes entre ses parents à propos justement de la charge que représentent les enfants parfois pour le couple. Et il a pensé que ces disputes avaient conduit au départ de son père quand il avait 4 ans. Il se souvient de voir son père passer en voiture devant chez eux sans s'arrêter pour aller rejoindre la nouvelle compagne qu'il avait. Et là,
Il se souvient aussi de son espérance de retrouver son père, sans succès. Aujourd'hui, devenir père à son tour, c'est quelque chose qui le terrorise. Il craint que le couple parental n'éclipse le couple conjugal qu'il forme avec son épouse et mettre un enfant au monde dans la situation qu'il a vécue enfant et qu'il a tant fait souffrir, c'est sa plus grande crainte. Enfin, le désir d'enfant peut venir réactiver une histoire de vie difficile, un traumatisme, un deuil non fait, une agression. Ces blessures ont bien souvent un impact sur le corps et sur la relation que la personne entretient avec celui-ci et avec les autres. Il peut aussi y avoir des histoires de désir d'enfant et d'échec ou de perte dans un couple antérieur ou des histoires d'IVG qui se voient réactivées dans le désir d'enfant présent et qui sont difficiles à exprimer. Alors on peut l'illustrer avec l'exemple de Julia, qui a dû prendre une décision douloureuse, celle de procéder à une IVG dans le cadre d'un couple qui était dysfonctionnel. Elle désirait un enfant, mais pas dans ce contexte et pas avec cet homme-là, qu'elle sentait menaçant à la fois pour elle, mais aussi pour un possible bébé. Et avec son nouveau compagnon, elle se sent prête à devenir mère, mais la grossesse ne vient pas. Alors elle le vit un peu comme une punition divine. Oui, alors en cabinet, nous écoutons et accueillons toutes ces histoires et tentons d'éclairer comme elles se tissent et sont en résonance entre elles. Se réapproprier sa propre histoire, faire des liens et des distinctions, surtout, et aussi permettre de la raconter différemment, de la réinterpréter et d'en faire un récit nouveau, potentiellement porteur de ressources et de nouvelles fécondités. Cela peut aussi permettre de commencer à constituer le récit raconté aux futurs enfants espérés. Se raconter cette histoire dès à présent permet d'en métaboliser la charge émotionnelle pour éviter de la faire peser sur les enfants à venir de façon excessive. Mettre un enfant au monde, devenir mère, devenir père, c'est transmettre une histoire. Se retrouver relié au bébé que l'on a été et aux parents que l'on a eus. Tout ce que l'on a vécu in utero et depuis la naissance peut ressurgir et verrouiller l'accès à la maternité ou à la paternité. Même si les raisons physiologiques de l'infertilité sont attribuées à l'un ou à l'autre, cette difficulté fertile appartient au couple et elle est à la croisée de deux histoires, de deux inconscients. L'infertilité va donc autant faire partie de l'histoire personnelle de chacun que de l'histoire du couple. Estelle, peux-tu illustrer par un exemple la façon dont souvent les histoires des deux membres du couple se répondent? Oui, Mathilde, c'est l'histoire de Julia. Le père de Julia meurt soudainement d'une crise cardiaque alors qu'elle a 11 ans. Et elle dit que cet événement a été la fin de sa vie d'enfant et qu'elle ne s'en est jamais vraiment remise. Elle est aujourd'hui en couple avec Jules et celui-ci a aussi une histoire difficile. Il attend toujours le retour de son père, vous vous souvenez, celui qui a abandonné le foyer familial quand il avait 4 ans. Ils sont tous les deux en manque de père. Donner du sens aux histoires de chacun, accepter d'aller visiter ou revisiter ses zones d'ombre, ses peurs, ses ambivalences, ses fragilités, et y donner du sens depuis l'ici et maintenant transforme l'épreuve en chemin initiatique vers la parentalité. Comme toutes les épreuves, ce parcours, inscrit dans le temps, peut constituer une opportunité de croissance, un révélateur pour le couple. Il peut permettre de transformer les blessures et d'identifier les forces et les ressources. Cela permet de retrouver une certaine forme de cohérence et d'énergie pour avancer vers une nouvelle histoire. Si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages plus complets, vous trouverez dans la rubrique 1001 fécondités du site d'Estelle Métro d'autres histoires de fertilité. Alors, nous avons exploré cette histoire de l'infertilité comme étant une histoire d'hommes, de femmes et de couples. Nous faisons aussi l'hypothèse que cela peut être entendu comme une histoire de famille. Je vais m'expliquer, je vais développer cette idée. Chaque membre du couple est l'enfant d'une famille. En ayant un enfant à son tour, il ou elle inscrira sa progéniture dans une trame familiale plus large. Et cette famille, elle va avoir sa propre histoire, elle va avoir ses héritages, ses transmissions ou ses défauts de transmission. Elle va fonctionner selon des règles établies et l'enfant, qui arrive à une certaine place, va souvent être investi d'un projet. Ça peut être un projet aussi simple que faire de nous une famille. L'enfant va grandir dans ce cadre et s'imprégner du fonctionnement de sa propre famille nucléaire, si je puis dire, mais aussi des règles et des croyances qui vont régir le fonctionnement des familles respectives des parents. Donc il y a une famille qui est celle de l'enfant, et puis il y a les familles respectives des parents, et tout ça va être intégré par l'enfant dans son fonctionnement. Ainsi, nous pouvons tous nous demander ce qui nous a été transmis de façon consciente ou inconsciente
de ce qu'est être un père, de ce qu'est être une mère, de ce qu'est être un couple parental. Quels modèles et croyances avons-nous reçus de ce qu'est être un homme, une femme, et quel contrat est celui des couples conjugaux, qui deviennent parents dans nos familles respectives? Toutes ces représentations et transmissions vont générer des croyances en lien avec le masculin, avec le féminin, en lien avec la relation de couple et la place de chacun. Et ces croyances vont impacter, modeler la projection de la famille future et la construction de l'équilibre familial. Ils vont aussi impacter la nouvelle histoire, à la fois dans la façon dont on va vivre l'infertilité et le parcours de PMA pour soi, et dans ce qu'on va projeter sur l'enfant à venir. Estelle, peux-tu nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr, Mathilde. Alors, si nous reprenons l'exemple de Julien cité plus haut et de son père abandonnique, on pourrait dire, Julien, dont le père a quitté la famille quand il avait 4 ans, a beaucoup de difficultés, comme nous le disions, à se projeter en tant que père, car il manque de modèles et de références. Et la mère de Julia, elle, a dédié sa vie à s'occuper de ses enfants et elle s'est oubliée en chemin. Julia ressent donc une grande ambivalence dans son désir. Elle a à la fois envie d'avoir des enfants et en même temps, elle s'est fait la promesse de se réaliser professionnellement et personnellement. Cette double envie l'amène à repousser encore et encore son projet de maternité. Le couple que constituent les parents de Juliette, pour prendre un autre exemple, est très fusionnel. Enfant, elle peinait à trouver sa place entre ces deux adultes très épris l'un de l'autre. Et à l'âge adulte, elle a le sentiment de devoir faire un choix entre son couple et la construction d'une famille. Elle craint de mettre un enfant dans la position inconfortable qu'elle a vécue, elle, quand elle était enfant. Merci Estelle. Alors, si ces premiers constats se font souvent sur le plan intergénérationnel, c'est-à-dire en lien avec les générations que l'on a connues de notre vivant, les parents, les grands-parents, l'histoire d'un enfant s'inscrit aussi dans la grande histoire familiale. Elle est le fruit d'une dynamique familiale plus large que l'enfant va porter de façon consciente ou inconsciente. Il y a une mémoire, mais pas forcément de souvenir de ce qui s'est passé dans la famille. On connaît tous, par exemple, les effets délétères des non-dits et des secrets de famille à long terme sur les individus, alors même que, ne l'oublions pas, leur origine à ces secrets et à ces non-dits, c'est une intention de protéger quelqu'un ou une partie du système familial. Estelle, peux-tu nous illustrer comment ces transmissions conscientes et inconscientes peuvent impacter la fertilité? Oui, Mathilde. Alors, c'est le cas de Juliette qui vit une infertilité et confusément, elle dit sentir un lien entre cette infertilité et une histoire racontée à demi-mot autour d'une IVG qu'aurait subie sa mère. En posant des questions, elle découvre aussi que sa grand-mère a fait une fausse couche. Et puis, à la suite de recherches plus poussées, elle apprend que son arrière-grand-mère a perdu un enfant en bas âge. Juliette réalise alors que dans la lignée des femmes, la lignée des utérus, comme nous disons dans notre jargon, chacune de ses ascendantes a vécu l'épreuve d'une perte, un événement en lien avec la maternité, qui peut être la perte d'un enfant pour l'une, la perte d'un fœtus, le renoncement à une grossesse ou encore l'absence de grossesse, comme c'est son cas. Donc de moins en moins de chair, mais toujours du sang et des larmes, une absence, une douleur qui relie les femmes dans leur expérience de devenir mère. Autre exemple, c'est celui de Julie, qui vient en consultation avec une peur terrifiante de l'accouchement, qui semble tout à fait disproportionnée par rapport aux conditions actuelles de l'accouchement et du risque réel. Et en revisitant son histoire familiale, elle découvre un secret autour de la mort en couche tragique de son arrière-grand-mère, dont personne n'a jamais parlé du fait de la tristesse et de la culpabilité qui ont été probablement très grandes. Et finalement, raconter cette histoire, ça donne du sens à sa terreur de l'accouchement et ça participera à son apaisement. Merci Estelle de ces exemples. Alors, dans nos cabinets, pour décrypter ce qui se passe dans ce type de situation, nous avons un outil voilà, qui est vraiment en commun avec les personnes qui viennent nous voir et commun avec nous. C'est un support commun de travail que l'on appelle le génogramme ou le génosociogramme et qui est une représentation schématisée et codifiée de l'arbre généalogique sur 3, 4, voire plus générations, selon si c'est utile. Alors cet outil que l'on appelle le génogramme permet d'appréhender la place de chacun, l'interaction entre les différentes personnes, à la fois
entre les personnes, entre les fratries, entre les couples, entre les générations, qu'elles se soient côtoyées, donc on sera dans l'intergénérationnel, comme disait Mathilde, ou le transgénérationnel, en allant vers des générations que l'on n'a pas, avec lesquelles on n'a pas forcément vécu. Ce génogramme permettra également de faire des liens significatifs entre les dates, les âges, les situations, les événements, les prénoms, donc de voir ce qui apparaît en commun, de s'interroger sur des scénarios qui pourraient se répéter et des loyautés dans lesquelles nous sommes parfois pris. Ce travail mené dans nos cas ici en couple, avec les deux membres du couple et donc avec les deux familles d'origine qui font alliance, qui vont être reliées par l'arrivée de cet enfant désiré, permet bien souvent de voir apparaître des thématiques communes et qui se rejouent en miroir dans les familles respectives des deux conjoints. Il arrive fréquemment qu'on retrouve parmi ces situations en miroir dans les deux généogrammes des thématiques autour de la place, qui reviennent aux questions de ce que l'on appelle, nous, les enfants perdus, que l'on a évoqués, autour des questions notamment de deuil périnataux, d'enfants décédés précocement, ou de fausses couches. Je ne vais pas citer toutes ces questions-là. Autour de la question du couple, euh, peut-être des vécus de séparation, de dégradation du couple post-naissance, mais aussi en termes de thématiques autour de l'absence d'un des parents, du fait d'une mort en couche ou de la mort d'un ascendant corrélée à la naissance d'un enfant ou encore d'un père ou d'une mère abandonnée. Éclairer l'histoire de cette infertilité à partir des histoires familiales d'origine des deux conjoints est souvent très utile. Ce travail permet de faire corps ensemble en tant que couple, là où la tentation serait grande de voir la raison du problème chez l'autre ou dans la famille de l'autre. C'est un mécanisme de défense bien naturel, assez commun, voire légitime, mais très peu aidant pour le couple qui est déjà bien en souffrance. Relire nos histoires familiales permet de relier, j'aime beaucoup ce jeu de mots, nous aimons beaucoup ce jeu de mots entre relire et relier, et de différencier. C'est tout le travail transgénérationnel selon nous, relier et différencier, et de mettre en lumière des empêchements, d'alléger le poids du passé, et d'oser poursuivre, d'oser corriger, ou même d'oser inventer des transmissions familiales nouvelles. Cela permet d'honorer ce qui s'est passé pour les générations précédentes, tout en mettant de la conscience, du sens, et de tenter d'atténuer et de transformer les répétitions et pouvoir les vivre de manière non traumatique et les mettre dans la case mauvais souvenir. Cela permet aussi de relire et de réinterpréter ces histoires et de trouver dans ces nouveaux récits des ressources pour aller de l'avant dans la vie. Peut-être un exemple, Estelle, qui évoque à quel point les histoires de famille de chacun des futurs parents peuvent être en lien. Oui, volontiers, Léonore. Alors, c'est l'histoire de Juliette et de son mari Julien. Après un long parcours de PMA, ils décident d'adopter un embryon. La mère de Juliette choisit ce moment pour lui révéler l'histoire familiale. Juliette découvre alors que les enfants des deux générations précédentes ont perdu très tôt leur mère et ont dû appeler une autre femme maman, la femme de leur père. Au même moment, la belle-mère de Juliette révèle à Julien qu'il est lui issu d'un don de sperme. En adoptant un embryon, Juliette et Julien, qui pensaient briser leur lignée, se sont au contraire inscrits dans une tradition, entre guillemets, dont ils ignoraient tout, en fait. Donc les mécanismes qui vont amener à ce genre de situation relèvent des loyautés conscientes et inconscientes que nous ne développerons pas ici ce soir, sur lesquelles nous pourrions revenir ultérieurement dans un autre cadre. Merci Estelle, merci Éléonore. Vous l'aurez compris, le désir d'enfant, l'infertilité, mais aussi le fait de devenir parent, de faire naître un enfant, nous pousse à redécouvrir nos histoires de vie, nos histoires de couple et nos histoires de famille, à venir tisser de façon différente nos relations affectives. Ces histoires nouvelles vont aussi prendre une place importante dans nos vies sociales. En effet, nos vies sociales vont d'abord être marquées par un regard sur nos choix, voire une pression importante à devenir parent. Longtemps, dans notre contexte socioculturel, le désir d'enfant a été une évidence et il était convenu de croire que devenir parent permettrait une forme d'accomplissement de vie, ce qui peut mettre la pression à celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans ce schéma ou qui doutent de leur désir. Que va-t-on donc dire de cette ambivalence du désir à l'extérieur, à la famille, aux amis, aux collègues, et que va-t-on se raconter à l'intérieur?
Heureusement, aujourd'hui, il devient de plus en plus possible d'en parler et de faire des choix différents. Là où pour nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, l'âge adulte rimait avec mariage et parentalité, sauf à s'engager dans les ordres. Ces questionnements peuvent être cruciaux pour le couple quand le désir n'est pas partagé de la même façon ou dans la même temporalité par les deux partenaires du couple. Nous vous invitons pour approfondir ce sujet à revenir à la conférence 1 qui explique de manière détaillée la question du désir et la façon dont les désirs de chacun des membres du couple s'accordent. À l'issue de ces questionnements, la décision d'avoir un enfant peut être prise et l'infertilité peut se manifester. Se pose alors la question de ce qu'on raconte, de ce qu'on dit du désir, du parcours de PMA et de ses épreuves aux familles respectives, aux amis, mais aussi au travail. Derrière ces précautions à en parler, il y a tout un tas d'émotions et de questionnements. Est-ce que mon corps est capable? Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? C'est quoi le sens de tout ça? Et dans quelles conditions concevoir cet enfant? Est-ce que les conditions qui sont rendues possibles par la médecine nous conviennent? On peut désirer un enfant, mais ne pas avoir envie de prendre un traitement médicamenteux ou d'être bousculé, voire parfois rudoyé par le rythme des protocoles. Et puis, si notre couple ne devenait pas une famille, que se passerait-il pour nous en tant que couple? Toutes ces questions sont là, sont présentes. Il est d'abord important de se les poser à soi, et puis ensuite, il y a une forme de pudeur à partager autour de ces thématiques, mais aussi autour des craintes de ce que l'environnement, l'entourage pourrait penser de chacun et du couple. Est-ce qu'il y a, il y a derrière ces questions une question parfois de mérite? Méritent-ils d'être parents? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça leur arrive à eux? Pourtant, ils feraient vraiment de très bons parents. On peut aussi imaginer des réflexions autour du responsable, entre guillemets, de l'infertilité. C'est sa faute à lui, c'est sa faute à elle, ou de l'impact possible dans les relations. Comment garder le lien avec tous les autres couples, tous les autres couples amis qui passent par cette étape de la parentalité quand, pour nous, c'est compliqué. Alors se pose alors la question du plan de communication que le couple va élaborer ensemble et de comment ce plan de communication va venir respecter les besoins de l'un et de l'autre. Et ces besoins peuvent être asymétriques, donc comment construire quelque chose qui convienne aux deux. Estelle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, tout à fait, Mathilde. Je peux vous parler de Julien et de Juliette, qui sont en parcours de PMA depuis 2 ans déjà. Et au début, aucun des deux ne souhaitait ébruiter l'affaire, si je puis dire. Le temps passant, Juliette a l'impression, elle, de ne pas pouvoir être vraie, être authentique avec son entourage si elle ne parle pas de ce parcours de PMA. Et ne pas vouloir parler de ce qui la préoccupe tant crée finalement de la distance et renforce son sentiment de solitude. Mais Julien, lui, de son côté, n'est pas prêt du tout à en parler. Il redoute ce que l'on pourrait penser de lui. De plus, avoir un espace où on ne parle pas de PMA avec ses amis, c'est salvateur pour lui. C'est vraiment un espace de ressources. Donc, ils se mettent d'accord pour mettre dans la confidence, si je puis dire, la mère de Juliette et sa meilleure amie. Et Juliette est aussi libre d'en parler avec ses collègues proches. De cette manière, elle a un espace de parole vrai, authentique, et leur espace amical commun, lui, est préservé, ce qui convient bien à Julien. Donc voilà comment ça peut parfois s'accorder. Et la question du plan de communication, elle se pose aussi au niveau de l'évolution professionnelle. Il est parfois difficile de parler du parcours de PMA et d'utiliser les arrangements rendus possibles sur un plan légal par crainte des impacts d'un tel projet sur la considération, la reconnaissance ou l'évolution professionnelle dans un contexte où on ne sait pas si le projet va aboutir et pas dans quelle temporalité le projet va aboutir. Tous ces éléments entraînent une pression supplémentaire pour se positionner et raconter le désir d'enfant. On observe bien souvent un passage sous silence ou une grande discrétion au sujet du parcours de PMA, ce qui renforce la solitude des personnes qui le vivent. Oui, Estelle. alors, oui, Mathilde, si tu veux, une autre Juliette qui est en PMA et qui s'arrange pour faire tous ses rendez-vous médicaux avant 8h30. Elle a choisi sa gynécologue justement pour sa disponibilité. Ses collègues de travail et son patron ne savent absolument rien de son parcours. Elle a déjà d'ailleurs entendu sa chef juger très sévèrement ceux qui profitaient de leurs droits à absence, à congé, etc. Et dire parfois que ce n'est quand même pas si difficile de faire un bébé. Donc Juliette, elle est épuisée, elle est inquiète de ses jugements de son entourage professionnel et elle se demande vraiment combien de temps elle va pouvoir tenir ainsi.
Et puis, l'enfant arrive, parfois avec des modalités de conception un peu différentes de celles envisagées au début, parfois avec le recours à un don de gamètes, à une adoption d'embryons. Et si la société aujourd'hui accueille de multiples façons de faire famille, elles ne sont pas toutes intégrées par celles et ceux qui n'ont jamais eu à se poser de questions. Il y a donc une nécessité de penser ces histoires de conception et de réfléchir à la façon dont on va les transmettre à notre entourage, mais aussi à nos enfants. Parmi les questions autour du récit qui se posent régulièrement en consultation, il y a trois questions qui reviennent souvent et nous vous proposons d'explorer ces trois questions maintenant avec vous. Alors la première question, c'est faut-il dire ou taire son origine à l'enfant? Quand et comment raconter cette histoire? C'est la deuxième question. Et puis la troisième, comment vivre avec la ressemblance ou la non-ressemblance quand il y a des gènes différents. Alors on va commencer par la première question, dire ou taire son origine à l'enfant. Nous observons que beaucoup de couples qui envisagent le don s'interrogent sur leur légitimité dans leur future parentalité. Nous Oui, entendons Mathilde. alors des phrases comme Oui, quand elle aura 15 ans et qu'elle me dira que je ne suis pas son père, que pourrais-je donc lui répondre à ce moment-là? cette question est la raison principale pour laquelle aujourd'hui la plupart des couples hétérosexuels taisent à leurs enfants qu'ils sont le fruit d'une PMA avec don. Ils ont peur de cette remise en question de leur légitimité parentale lors de la redoutée confrontation de l'adolescence. Certes, le silence parental sur les origines de l'enfant vise a priori à protéger la relation parent-enfant. Mais à l'image de ce qui a été fait pour nombre d'adoptions dans les années 50 à 70, ce silence fera secret de filiation. Et on connaît aujourd'hui les effets psychologiques délétères sur les personnes concernées. Le secret étant perçu sans être compris ni expliqué, cela pourra entraîner des difficultés identitaires, une perte de confiance envers les parents, voire une rupture de lien, soit exactement ce qui est redouté. Nous sommes donc convaincus qu'il est de la responsabilité des parents de pouvoir raconter son histoire à l'enfant. Pourtant, pour autant, le récit est à tisser, à nourrir, avec soi-même d'abord, puis au sein du couple, puis avec l'enfant. En effet, tout enfant croit à un moment de son existence qu'il ne peut être l'enfant de ses parents dont il se sent si différent. Et c'est une étape saine d'un processus d'individuation qui passe par des phases plus ou moins aiguës de différenciation. Alors à l'adolescence, quand l'adolescent lance un «tu n'es pas ma mère», qu'il peut confondre avec «tu n'es pas ma vraie mère» ou «tu n'es pas une bonne mère», c'est une phrase assez classique et naturelle dans ces processus d'individuation. Mais si cette phrase vient rencontrer un sentiment d'illégitimité des parents, doublé d'un secret de conception, que l'enfant sent depuis toujours sans le comprendre, alors cette confrontation peut être très douloureuse de part et d'autre. S'ajoute à cela que les sentiments à l'égard du don des donneurs évoluent au fil du temps pour chacun, pour le couple et pour l'enfant. Éléonore, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe en cabine? Oui, Mathilde, dans nos cabinets, nous vous invitons à réfléchir à ce qui fait un parent. Est-ce le lien génétique ou l'intention de s'engager à accompagner un enfant sur son chemin de vie? Il semble important pour nous de replacer ici l'intention de chacun dans ce processus. Comme nous l'avions évoqué lors de la seconde conférence, l'intention du donneur ou de la donneuse est de donner des gamètes. Si leurs intentions plus profondes peuvent varier d'un donneur à l'autre, à aucun moment il ne s'agit pour eux de s'engager dans une histoire de parentalité. Cet engagement-là est celui du couple qui accueille ces gamètes ou cet embryon et s'engage auprès d'un enfant en devenir. C'est l'intention qui fait l'engagement et qui fait le parent, selon nous. Le biologique, qui existe et qui fait partie de la réalité de l'enfant à venir, ne scelle donc pas la légitimité de la maternité ou de la paternité. Se sentir le parent, certains diront le vrai parent de son enfant, relève de tout un processus qui commence, comme nous tentons de vous l'expliquer, le montrer au fil de nos conférences, depuis vos premiers temps de désir de devenir parent, et passera par différentes phases de confiance, d'ambivalence et de certitude, et tout votre engagement dans l'accompagnement de votre enfant au fil de sa vie. Et comme tous les parents du monde, le temps et vos enfants vous apprendront à vous sentir suffisamment bons parents, à la fois humbles et compétents, mais aussi entourés de tout un village, comme nous aimons à le dire, seul à même de vraiment accompagner votre enfant sur tous les plans. Merci Éléonore. Alors nous passons à la seconde question. Quand et comment raconter cette histoire? Commençons par quelques illustrations de ce que nous entendons dans nos cabinets. Oui, alors c'est l'exemple de Jules et de Julia qui nous disent, nous souhaitons vraiment dire à nos enfants qu'ils sont le fruit d'une PMA, mais quand ils seront assez grands.
Nous pensons qu'ils comprendront alors mieux cette histoire si complexe et particulière. En plus, nous tenons à ce que la fratrie le sache en même temps. Donc, nous attendons que notre dernier enfant soit assez grand pour comprendre. Julie et Juliette, elles, de leur côté, témoignent. Oh, notre fils a toujours su son histoire. Dès qu'il était dans le ventre de Juliette, on a commencé à lui parler et les mots sont venus au fil du temps, différents selon son âge, selon ses questions, selon là où nous en étions aussi. Et on se dit que son histoire a grandi et évolué en même temps que lui. Donc, deux couples de parents, deux positions différentes. Et ces deux histoires illustrent bien à quel point l'enfant a besoin de construire le sens de son identité et de ses appartenances à travers les récits qui vont lui être faits au fil du temps sur sa préhistoire. Il va à sa façon avoir besoin de se représenter comment il est venu à la vie, et vous en conviendrez, cela ne saurait se résumer à une vie conçue avec l'aide d'une PMA, avec l'accueil d'un don de gamètes. C'est d'abord, comme déjà évoqué précédemment, le prolongement d'une histoire, l'histoire de deux adultes qui ont été des enfants, qui sont nés dans deux familles, qui sont nés des rencontres des générations passées et qui forment un couple. Et cela, l'enfant a besoin de l'entendre, il a besoin de se le représenter. Et pour les parents qui ont conçu par PMA, en particulier avec don, cela pourrait vite prendre toute la place dans le récit ou au contraire faire l'objet d'un grand silence tabou. Alors toute l'idée, ça va être de repositionner à sa juste place et dans sa bonne dimension cette histoire. Dans cette longue histoire qui, comme nous l'avons évoqué longuement ici, comprend plein de sous-histoires, le récit de la PMA avec don devra trouver sa place pour garder un équilibre entre, d'une part, une banalisation du donneur, réduit à une simple graine dont le porteur humain serait oublié, et d'autre part, une idéalisation du donneur considéré comme un sauveur. Entre ces deux extrêmes, il s'agira de tisser à deux, puis à trois avec l'enfant et ses questions, un récit entre ce que chacun sent, comment chacun évolue, et qui répondent le mieux possible aux questionnements de l'enfant et des parents également. Alors, comme nous le disent Julie et Juliette, le récit va finalement grandir et évoluer avec l'enfant. Les parents n'ont pas à avoir un unique et même discours selon nous. Chacun peut exprimer ses différences de vécu et de perception envers ce tiers d'honneur et toute cette histoire. L'enfant puisera dans les différences du récit une précieuse liberté de créer son propre récit différent et de trouver les clés de sa propre origine. Et il pourra à son tour raconter et, le cas échéant, transmettre son histoire. Quelques éléments sont toutefois importants à garder en tête dans ce tissage narratif pour que l'enfant puisse trouver de la ressource et de la fierté dans ce récit. Il sera essentiel que l'histoire soit transmise de façon cohérente par le couple parental et par les familles respectives, qu'il n'y ait pas de zone floue, de gêne, d'hésitation. L'enfant ne doit pas avoir l'impression qu'il y a un secret, un tabou ou une difficulté à dire les conditions de sa conception. Plus ce sera normal et donc intégré, métabolisé pour les adultes et pour les parents, moins ce sera un sujet pour l'enfant. La deuxième chose, c'est qu'il va être important de préserver l'enfant de la souffrance de son attente, afin de ne pas lui mettre trop de pression ou de faire peser sur lui une forme de dette, lui qui a été tant attendu. C'est important de lui raconter son histoire et à quel point on la désirait, mais pas de faire peser sur lui tout ce qui a été traversé de souffrance. Enfin, quand il y a eu des tiers qui ont participé à sa conception, il va être important de lui en parler simplement, avec des mots et un niveau de complexité adapté à son âge, mais surtout de ne pas le lui cacher. Alors, dans nos cabinets, pour accompagner l'émergence de ces récits, nous proposons de représenter une ligne de vie de l'enfant qui intègre les situations qui pourraient re-questionner la conception. Par exemple, comme moment important selon nous, c'est ce qui se dit lors de la grossesse, ce qui s'écrit, les mots posés auprès de la famille, que ce soit dans le faire-part ou sur des carnets auxquels l'enfant pourra avoir accès après. Autre moment important, c'est ce qui se dit chez le pédiatre, qui va demander les antécédents familiaux. Le bébé pourra sentir, percevoir l'émotion de son parent au moment de la réponse à cette question. Autre moment important, ce qui se dit quand un voisin dit au papa: «Oh, mais qu'il vous ressemble!» Selon les ressentis du papa, là aussi l'enfant peut percevoir cela. En autre moment encore important, les premières questions de l'enfant lui-même, qu'il peut trouver à l'école avec ses camarades, ou la question triviale que nous entendons tous: comment on fait les bébés? Et moi, où j'étais avant d'être dans ton ventre?
Et puis, bien entendu, le temps de l'adolescence, du collège et des cours sur la reproduction et des questions que cela entraîne. Si le récit n'a pas été fait au fil des ans, comme nous le disait Mathilde, et de façon régulière et réactualisée, si un secret persiste, si l'enfant sent que le sujet est complexe pour ses parents, voire douloureux, il percevra l'émotion de ses parents à chaque nouvelle situation et en loyauté avec le silence, il pourra s'empêcher la plupart du temps de questionner, créant un tabou sur le récit complet de ses origines. Face à ces différentes situations, à différents âges, nous invitons nos consultants à imaginer les récits qu'ils pourraient donner, comment ils nommeront la donneuse, le donneur, et raconteront avec des mots adaptés aux différents âges de l'enfant l'histoire de la conception. Évidemment, aujourd'hui, des livres sont là, de plus en plus nombreux à votre disposition, et qui peuvent aider à trouver ces mots et à construire des récits. Quand il y a un don, nous travaillons aussi sur ce qui fait un parent, une famille, avec l'arbre des transmissions, qui est une représentation imagée des différentes transmissions familiales. Ceci permet de nourrir les échanges et discussions avec un enfant un petit peu plus grand. Nous accompagnons à intégrer ce récit au quotidien de l'enfant pour que ce ne soit pas un sujet ou une révélation, mais quelque chose d'assez naturel qui a été toujours présent et dont on peut parler à tout moment, sans aucun souci. Plus le couple peut parler, raconter et se raconter cette histoire, et plus elle s'intègre et devient naturelle. L'enfant sent qu'un espace de dialogue est possible, ouvert, et qu'il peut y tisser son propre récit et poser ses questions sans craindre de déstabiliser ses parents. Merci, Éléonore. Enfin, pour répondre à la troisième question, à qui ressemblera notre enfant? Nous commencerons par dire que envisager une PMA avec don implique le deuil de l'enfant mini-nous, de cet enfant qui ressemble physiquement à l'un ou l'autre ou aux deux. Pour certains couples dont le désir est très inscrit dans cette intention de reproduction du même, et je vous renvoie là aux différents éléments de notre première conférence, ce deuil va probablement être une traversée difficile. Oui, Mathilde, c'est le cas de Julio qui avoue en séance, en s'adressant à Julia, je suis content que tu sois enceinte et que l'on devienne parents ensemble, mais j'aurais tant aimé que notre fille te ressemble, je t'aime tant. Julienne, elle, de son côté, témoigne de sa crainte de ne pas reconnaître son enfant. J'ai peur de chercher en lui le visage de la donneuse tout le temps. Alors, comme nous le faisons dans nos cabinets, nous vous invitons maintenant à prendre quelques instants en nous écoutant depuis tout à l'heure et là encore pour réfléchir à ce que vos parents vous ont transmis d'essentiel. Peut-être on peut prendre quelques instants, vous laissant noter quelques mots, ce que vos parents vous ont transmis d'essentiel ou plus largement ce que vous avez reçu d'essentiel de vos familles. Mais là, peut-être c'est la question des parents. On prend ces quelques instants. Alors, ce sont rarement vos yeux bleus que vous citerez en premier. Ils peuvent être verts, mais plutôt vos valeurs, une manière de voir la vie, l'amour, un certain nombre de choses que vous aurez citées, mais comme vous l'entendez, rarement des éléments de votre biologie. Et ainsi, nous travaillons avec les couples sur la multitude des transmissions qui font un parent. Par exemple, les soins physiques, la sécurité matérielle qui peuvent être apportés à un enfant, la sécurité émotionnelle, l'attachement qui se développe à mesure que la relation grandit entre le parent et l'enfant, ou encore l'engagement que représente toute l'éducation et ses facettes d'un enfant. Nous évoquons également l'épigénétique. Peut-être en avez-vous entendu parler, ou comment cette vie intra-utérine va impacter, influencer la façon dont un embryon se développe. En effet, nous savons depuis une petite dizaine d'années que les gènes peuvent être comme allumés ou éteints par plusieurs types de modifications chimiques qui ne changent pas la séquence de l'ADN, mais qui vont impacter, influencer la façon dont cet ADN va se développer. Cette épigénétique va être elle-même conditionnée en fait par le contexte de développement, qui peut relever du contexte environnemental, ce qui va être mangé, bu, respiré par la maman, mais aussi évidemment le contexte émotionnel. De plus, bien souvent, les ressemblances transcendent la génétique. Le mimétisme des enfants à l'égard de leurs parents, qui est l'une des bases de leur développement, contribue largement à ce que les enfants, fruits de PMA avec don,
ressemblent à leurs parents, voire même à leurs grands-parents. Nous l'avons déjà entendu dans nos cabinets. Oui, Léonore, c'est le cas de Julie et de Julia qui ont un garçon de 7 ans. Elles ont fait une repas avec les ovocytes de Julia. C'est Julie qui a porté ce petit garçon. Elles vivent dans le petit village d'origine de Julie, donc qui a donc porté l'enfant, et tout le monde ne cesse de lui dire combien leur fils ressemble à son grand-père, donc le père de Julie. Ça les fait beaucoup rire toutes les deux, cette histoire. Elles sentent bien là l'influence du mimétisme. Il s'agira donc ici, pour envisager le don, d'accepter de doter son enfant d'une nécessaire part d'inconnu, en plus des autres transmissions. Il n'en reste pas moins que cette part d'inconnu peut générer des craintes et des fantasmes, mais cette part d'inconnu n'existe-t-elle pas dans toutes les parentalités? Accepter que l'enfant est un sujet, un autre, différent de soi, avec sa propre personnalité, et qu'on ne peut pas façonner comme on le voudrait, n'est-ce pas le travail commun de tous les parents, quelles que soient les modalités de conception? Parfois, cette part d'inconnu peut même représenter une opportunité consciente ou inconsciente de ne pas reproduire ou transmettre. Le travail sur l'histoire des familles pourra permettre de le mettre en conscience et d'y trouver du sens. Tout l'enjeu sera donc d'accueillir cette ambivalence entre le rejet de l'inconnu, l'autre différent de nous, véritable corps étranger, et attirance pour l'inconnu, pour ne pas transmettre ce qui nous déplaît dans notre famille, et de traverser cette ambivalence à deux. Nous voilà arrivés à la fin de cette conférence. En conclusion, le travail sur le récit est aussi souvent un moment où le couple peut reconnaître la puissance de ce parcours en termes de résilience, d'apprentissage sur soi, sur l'autre et sur le couple, pour en faire une préhistoire féconde pour l'enfant, pour le parent que l'on devient et pour la famille qui grandit. Nous espérons que les questionnements et exemples que nous avons développés ont nourri vos réflexions et se prolongeront par des discussions au sein de votre couple. Dans tous les cas, prenez soin de vous, de votre couple, de votre désir et de votre vie. Eh bien, merci, mesdames, pour cette conférence. Avant de vous inviter à répondre aux questions éventuelles, je rappelle que cette conférence, comme les précédentes, sera disponible en replay d'ici quelques jours sur tous nos supports et principalement sur la chaîne YouTube des Cigognes de l'Espoir. Ça faisait partie des questions qui étaient déjà posées. Donc, la chaîne YouTube des Cigognes de l'Espoir. J'ajoute que vous pouvez poursuivre les échanges avec Mathilde, Éléonore et Estelle sur les réseaux sociaux, ainsi que lors de certaines de nos rencontres à Paris ou en province. D'ailleurs, je précise que Mathilde et Estelle animeront avec une troisième thérapeute deux ateliers en présentiel le 5 mai à Paris sur le thème Comment devenir parent en accueillant un don de gamètes. Vous pouvez vous inscrire à ces ateliers sur notre site internet www.lescigognes-de-l'espoir à la rubrique événements. Ces ateliers ont lieu en même temps que notre journée d'information où vous pouvez rencontrer les animateurs de l'association et un certain nombre de partenaires, y compris toutes nos cliniques de fertilité conseillées. Là encore, il faut s'inscrire à la rubrique événements de notre site internet. Alors, maintenant, voyons les questions. Alors, j'ai déjà répondu à celle qui concerne l'endroit où revoir les conférences précédentes. Celle-ci sera dans quelques jours. Il y a aussi un remerciement de la part de Gaël qui nous dit merci pour cette conférence riche, subtile et généreuse. Merci à toutes les trois. Ensuite, on a Marion. Marion qui nous demande, nous avons eu une petite fille grâce à un don de vos sites. Quand elle était petite, nous lui avons raconté son histoire, nous en parlions régulièrement avec elle. En écoutant la conférence, nous réalisons que nous n'en avons plus parlé depuis plusieurs années. Est-ce qu'il faut revenir dessus? Mesdames? Alors oui, c'est important de revenir dessus et de pouvoir réitérer le récit à différents âges parce que l'enfant va percevoir et comprendre le récit différemment selon son âge et donc il va aussi intégrer le récit différemment selon son âge. Les questions qu'il va se poser et vous poser potentiellement vont aussi évoluer. Et donc il va être important qu'il s'approprie et qu'il métabolise son histoire au fil de son évolution et de la conscience qu'il peut avoir des choses. C'est tout à fait différent de se représenter sa conception à 3 ans qu'à 7 ans ou qu'à 15 ans. Et donc, ça va être vraiment important de réitérer le récit régulièrement. Et puis, ça va être aussi pour les parents une opportunité de pouvoir actualiser ce récit en fonction de là où l'enfant en est dans sa vie et de pouvoir
ajuster les réponses en fonction de la relation, mais aussi des questions de l'enfant. Peut-être, j'aurais envie de vous dire, Marion, je crois, que vous n'êtes pas la seule. Vous n'êtes pas les seuls à effectivement raconter, puis vous vous rendre compte au bout de quelques mois ou quelques années que finalement vous n'en avez plus parlé. Il n'est pas rare que des parents nous consultent alors que l'enfant a 3 ans ou même parfois 7 ans et disent, ah bah finalement je me rends compte que je voulais en parler, et puis j'en ai dit quelques mots, et puis j'ai oublié finalement d'en parler tant, bah voilà, cet enfant est là dans notre vie, et nous sommes ses parents, et il n'y a plus vraiment de questions qui se posent. Alors, peut-être ce qu'on peut, en complément de ce que disait Mathilde, vous inviter à faire, c'est peut-être vous appuyer sur des supports. Il y a effectivement de plus en plus de livres qui sont proposés et qui sont adaptés à différents âges, parce qu'on ne dit pas la même chose aux enfants selon leurs âges. Et puis peut-être vous pouvez vous appuyer sur je dirais les propositions qui sont faites finalement par l'environnement. Hein, il y a cette période où les enfants, je ne sais pas quel âge a je ne sais plus si vous nous avez dit quel âge avait votre fille, mais voilà, il y a ce moment où l'enfant pose la question de comment on fait les bébés. C'est un bon moment pour reparler de son histoire. Et puis, il y a des moments ensuite où l'école propose de faire un mini arbre généalogique, par exemple. Voilà, je crois que c'est en C20 de mémoire. Donc, ça peut être une bonne façon d'intégrer voilà, les tiers dans cette histoire. Voilà, et puis bah, après, plus tard à l'adolescence, Mathilde en parlait, il y a tous les cours sur la reproduction, etc., qui permettent d'en parler, mais c'est un petit peu tard. C'est vrai que c'est bien d'en reparler dans l'enfance. Voilà. Et puis juste un mot pour compléter, mais évidemment la société aussi évolue, c'est-à-dire il y a l'enfant, il y a les parents, vous disiez Estelle et Mathilde, mais aussi la société, le discours, alors les supports, les livres, mais la manière dont c'est intégré, et ça je me dis aussi que ça peut être un appui, alors sans que, comme on l'a dit, hein, qu'on en fasse toute une histoire et que ça prenne toute la place du récit, hein, il va s'agir de d'équilibrer le récit de la PMA dans toute l'autre histoire finalement de famille, du désir, euh, mais aussi d'actualiser par rapport à comment on en parle, comment c'est intégré par la société. Je me dis que ça aussi c'est important de s'ajuster selon ce qui est dit. Euh, et des fois des histoires voilà, d'actualité ou quoi. Donc, ils peuvent revenir, l'évolution juridique, enfin, comme on l'a vécu récemment et qu'on risque de le vivre dans les décennies à venir, en fait, hein. Donc, tout cela permet effectivement de revenir sur le récit et d'entendre aussi dans nos cabinets comme un peu une plainte, ah oui, on n'en finit pas. Parce qu'évidemment, ça pouvait être déjà un vécu lourd et il faut en reparler, mais c'est là où il y a tout cet enjeu de l'avoir, comme nous on dit, métabolisé, intégré, digéré, bah oui, ça fait partie de l'histoire. Il y a un message alors je vais donner son prénom, Nathalie, qui semble écrit sous le coup de l'émotion, hein. Merci beaucoup, cela nous a appris beaucoup sur notre expérience. Alors il y a écrit criante, j'ai pas trop compris, comme par exemple, moi j'ai peur d'avoir une fille car j'ai eu des attouchements quand j'étais petite, une chose que je n'avais pas parlé à mon mari. Et qui rajoute en dessous, merci, cela aide à parler avec l'autre et de dire. Mm. Merci, merci Nathalie de nous partager ce que voilà, cette conférence peut-être est venue voilà, réveiller et vous a permis d'exprimer à votre conjoint. Euh, Effectivement, nous observons dans notre clinique que quand, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes sentis un enfant perdu, un enfant voilà, qui a vécu, alors ça peut être perdu de mille manières, mais notamment qui a vécu bah, des attouchements là ou d'autres formes d'abus, eh bien, nous pouvons avoir besoin de prendre beaucoup soin de notre enfant intérieur et que nous pouvons avoir aussi parfois voilà, certaines craintes à devenir parents en ne pouvant pas
protéger pleinement l'enfant, craignant de ne pas pouvoir protéger pleinement l'enfant de ce que nous avons vécu nous-mêmes. Et nous devenons extrêmement exigeants à l'égard du parent que nous pourrions devenir. Donc voilà, c'est tout un enjeu, effectivement, de pouvoir prendre soin de l'enfant qu'on a été, de pouvoir s'apaiser là où on a été, là où on a été blessé. Voilà, peut-être mes collègues auraient... Voilà. J'ajouterais aussi que effectivement le fait de pouvoir faire ce travail de reconnaître les choses qui ont été difficiles, qui ont été vécues comme des traumatismes dans l'enfance et de les d'en prendre soin, de prendre soin de soi, de venir apaiser ces, ces souffrances, permet aussi en tant que parent de peut-être moins projeter ou moins imaginer tout ce qui pourrait arriver à l'enfant et de construire peu à peu une relation plus apaisée. C'est-à-dire que ça limite aussi ce qu'on appelle le phénomène de l'effet miroir, c'est-à-dire je projette que mon enfant va vivre tout ce que moi j'ai vécu et donc de revivre à travers l'évolution et le- le- la vie de son enfant toutes formes de craintes qui correspondent à notre propre histoire. Et le fait de pouvoir venir apaiser pour soi ces histoires, de travailler sur soi, va permettre d'éviter, ou en tout cas de limiter ce phénomène de transfert, et donc va être hyper important parce que ça va permettre de laisser l'enfant plus libre de vivre son histoire, et ça ne viendra pas euh, alourdir ou mettre quelque chose d'injuste dans la relation qui va vous lier. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire ce travail-là. Donc merci pour ce partage, c'est très important. Je suis touchée aussi, alors si j'ai bien compris, c'est ce soir que peut-être vous posez des mots et je me dis que vous avez un conjoint. Alors je ne sais pas s'il connaissait cette histoire, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il va s'agir à la fois et comme le dit un peu Mathilde, c'est de faire des liens, mais aussi de différencier. Et puis, euh, et puis vous êtes à deux. Et puis, il y a des histoires qui vont se tisser. Et puis, en connaissant cette histoire-là, eh bien, de permettre, si je vous le souhaite, vous aviez une fille, eh ben, qu'elle vive d'autres choses avec un papa qui saura être différent et protégé, et une maman aussi, et tout en gardant de la mesure, c'est-à-dire ce que disait un peu Mathilde, voilà, pas forcément vouloir être une parfaite maman et un parfait papa, mais en tous les cas, voilà, on sait ça, on vit avec ça, et en même temps, on peut aujourd'hui vivre autre chose ensemble et le traverser à deux. Enfin, voilà, moi je suis là aussi dans ce que vous avez pu entendre et partager ce soir, peut-être à deux, je vous le souhaite, et comment, voilà, cette blessure et ce vécu-là que vous avez porté seul, peut-être aussi de pouvoir, en devenant parent et déjà couple, le porter à deux et un petit peu autrement. J'aurais juste envie voilà, de compléter. Tu m'inspires, Éléonore, de dire aussi que euh, justement le couple je dirais, peut faire régulièrement ressource pour ne pas être dans cette fameuse reproduction. C'est-à-dire que l'autre aussi, par son histoire, peut parfois apporter des ressources, comme par exemple là, la possibilité de redire les limites, de redire la loi, de redire enfin, voilà, ce qui est juste et approprié. Donc, que vous ayez ce dialogue, voilà, c'est peut-être une façon d'être sur ce chemin, de poser, de reposer la loi autour de toutes ces questions qui entourent les agressions sexuelles, les abus sexuels euh, ou l'inceste dans certains cas. Enfin, voilà, il y a de la loi à reposer. Et donc, dans le couple, on peut aussi la reposer, à discuter. Ça va. On a Louis qui nous écrit: Ma femme est enceinte grâce à une adoption d'embryon. Elle parle déjà au bébé in utero de son histoire de conception. Elle a aussi acheté plusieurs livres pour lui lire son histoire quand il sera avec nous. L'embryon vient du Portugal, du coup, elle se demande dans quelle mesure il ne serait pas utile de mieux connaître la culture portugaise pour la lui transmettre. Elle nous imagine aussi l'emmener au Portugal quand il sera plus grand. Je suis convaincu de l'importance de raconter son histoire à notre enfant, mais je trouve que là, ça prend trop de place. Qu'en pensez-vous? Qui a envie Mesdames.
Bon, alors vous avez compris, Louis, qu'il nous semble important de raconter l'histoire à l'enfant et votre compagne semble très désireuse de lui transmettre son histoire. Et ça, c'est un point plutôt, c'est une ressource. Maintenant, effectivement, l'enfant n'a pas forcément besoin que son histoire soit omniprésente, hein. Encourager à la raconter, c'est pas forcément la raconter tout le temps et faire systématiquement référence aux origines de l'enfant. Je crois que Mathilde nous a bien rappelé tout à l'heure combien l'histoire de l'enfant, c'est toute son histoire et ça commence par l'histoire de ses parents, la rencontre de ses parents, le désir partagé de ses parents, etc. Et ben voilà, le fait qu'il y ait eu un don de gamètes et là un don au Portugal, c'est un des éléments de l'histoire. Ça ne doit pas prendre forcément tout le devant de la scène. Donc voilà, l'origine biologique, elle est à remettre à sa juste place pour que ce soit euh, approprié. Euh, voilà, peut-être d'autres choses, Mathilde. J'aurais envie de compléter que le fait de raconter son histoire à l'enfant est, comme on le disait, est très important, mais le faire de manière trop exagérée ou systématique, comme vous l'évoquez dans votre témoignage, Louis, ça peut donner aussi le sentiment, quand c'est comme ça, il y a beaucoup d'emphase sur le fait de raconter, ça pourrait donner à l'enfant le sentiment de pas totalement appartenir, ou en tout cas d'être différent dans la famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Je pense que l'intention de votre compagne, quand elle essaie de transmettre, c'est justement de faire en sorte que l'enfant se sente le plus accueilli possible dans ce qu'il est. Mais peut-être que quand on le fait de manière exacerbée, ça peut avoir l'effet inverse de donner le sentiment de pas totalement appartenir ou d'avoir une histoire vraiment différente de celle des autres ou d'être une exception et donc ce serait contre-productif. Et j'aurais envie de rajouter que peut-être ce que votre enfant a besoin d'entendre dans un premier temps, c'est c'est vraiment l'histoire, comme le disait Estelle, l'histoire et l'émotion de ses parents et l'émotion dans sa conception, enfin, le désir partagé, toute l'histoire qu'ils ont tissée ensemble jusqu'à son arrivée. Et c'est peut-être ça qui va être le plus important aussi à transmettre, c'est de pouvoir vraiment permettre à l'enfant de comprendre à quel point la force du désir de ses parents a permis son arrivée sur Terre, quelles que soient les modalités de conception. Message d'une spectatrice anonyme. Je me suis retrouvé dans tout ce qui vient d'être dit. J'ai une histoire de maternité digne d'un film, une fausse couche, une perte d'un bébé de 12 jours et 7 ans d'infertilité. Et il m'arrive de faire une corrélation entre mon histoire de naissance et mon histoire de maternité. Merci pour ce témoignage, effectivement de ce parcours extrêmement difficile qui, qui doit être au quotidien quelque chose d'éprouvant. Et j'entends que vous faites corrélation entre votre histoire de naissance et votre histoire de maternité. Et effectivement, si vous faites des liens, c'est probablement qu'il y a des liens à faire et que donc le fait de pouvoir faire tout ce travail dont nous avons parlé pendant tout au long de cette conférence, d'à la fois relier et puis différencier, permet d'avancer sur le chemin et de pouvoir remettre chaque élément à sa juste place pour pouvoir continuer à avancer et trouver des voies d'évolution fécondes. Alors, Oui, ah, oui, non, peut-être juste un mot là sur ce que vous nous partagez de ces pertes répétées qui est vraiment quelque chose de très très présent en fait hein, de notre clinique. Nous rencontrons effectivement beaucoup de personnes qui vivent sous des formes diverses et variées ces pertes. Et une des questions que nous nous posons, c'est évidemment, comme nos consultants, c'est la question du sens de ces pertes. Une des pistes, c'est effectivement de voir dans ces pertes quelque chose qui serait de l'ordre d'une répétition,
d'une répétition de pertes vécues dans sa propre histoire ou dans l'histoire familiale, dans l'intergénérationnel ou dans le transgénérationnel, comme on l'évoquait. Pour autant, le risque, ce serait de se sentir condamné à la répétition. Nous, nous espérons, comme vous, qu'il n'y ait pas de fatalité et qu'il y ait la possibilité de sortir des répétitions. Et nous constatons régulièrement qu'il est possible comme le disait Éléonore, de différencier, c'est-à-dire de voir ce qu'il y a de semblable avec les histoires de nos familles, mais aussi en quoi nous sommes différents et comment nous avons la possibilité d'écrire une histoire différente. Mais ça passe parfois par la reconnaissance de ce qui nous relie et par la reconnaissance des pertes qui ont existé avant nous, pour pouvoir sortir quelque part de cette dynamique de la perte en faisant, je pourrais dire, les deuils qui n'ont pas été faits dans les générations passées le plus souvent. Voilà. Un message d'Alice. J'ai été très touché par l'exemple de la succession de pertes dans la lignée des femmes de Juliette. Je perçois un schéma similaire dans ma famille. Comment sortir de ces répétitions? Oui, alors là, il y a un écho avec Oui. évidemment le témoignage précédent. Euh, Peut-être voilà, insister sur ce passé qui ne passe pas et comment, comme il a été dit là précédemment, hein, les corrélations que l'on fait donnent un sens, mais comment répétition n'est pas malédiction, n'est pas une loi, comme on le dit nous dans le transgénérationnel, comment on peut pour autant les écouter, ces répétitions, hein. Certains disent que c'est la vie qui bégaye, qui vient nous apprendre. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas compris, qu'est-ce qu'on n'a pas appris, et comment on se relie. Mathilde évoquait tout à l'heure en disant que c'était vraiment un très grand sujet, hein, toutes ces loyautés. Euh, donc effectivement, l'important va être peut-être de faire ces liens et puis de tenter de clore. Donc Estelle venait d'évoquer comment on fait les deuils qui n'ont pas été faits, vécus dans notre vie, ceux qui ont été vécus à d'autres moments, des deuils qui ne pouvaient pas être faits, hein. Il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de se dire qu'il y a un temps pour tout et que peut-être parfois même ils sont plus faisables, si je puis dire, pour d'autres générations que pour soi. Et c'est un début. Et donc nous, on invite nos consultants, nos consultantes à faire peut-être parfois des rituels, des choses symboliques qui leur parlent, qui sont dans leur champ de croyance. Ça peut être aller dans une église, ça peut être écrire une lettre, ça peut être faire un objet créatif ou de terre qui va être déposé à un endroit. En tout cas, c'est surtout quand c'est le bon moment, le bon geste, une sorte d'évidence. Pour moi, le rituel relève d'une évidence et qui va donner du sens et pouvoir euh, faire cesser enfin peut-être ce prix aussi à payer, hein. Dans les loyautés, il y a comme une dette de vie dont on a déjà parlé. On ouvre un très 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 grand sujet du transgénérationnel, mais c'est euh, voilà, peut-être Estelle ou Mathilde, vous voudriez compléter cet énorme sujet. La Super. question est, est-ce qu'on s'aventure là-dedans ou pas? Peut-être, oui, peut-être pour une autre fois, on pourra aller plus loin, mais peut-être en synthèse, là, enfin, moi j'aurais envie de dire que euh, on a parlé d'histoire aujourd'hui, on a parlé de récits, etc. Bien sûr que dès lors qu'on souhaite accueillir un enfant, faire un enfant, s'ouvre bien souvent la question des loyautés à notre système familial. Et on ne peut pas faire sans un certain nombre de loyautés à notre système familial, mais comme on disait, il y a à trouver des ressemblances, mais aussi à trouver des différences, à remettre les choses je dirais, dans le passé, dans le temps et dans l'espace et à faire les deuils qui sont à faire. Et donc, il me semble important aussi de pouvoir se penser comme adulte dans ce système et pas comme seulement comme
l'enfant, de ce système familial, et donc de déployer aussi sa loyauté à soi-même, c'est-à-dire de s'autoriser à faire les conquêtes d'existence que l'on a envie et besoin de faire, et puis de se penser aussi comme parents des générations futures. Je dirais que l'une de nos inspirations et de nos formatrices dans ce domaine-là, Constance Longstad, elle parle d'être des ancêtres du futur. Donc voilà, j'ai envie de vous encourager à être des parents des générations futures, des ancêtres du futur et d'être aussi loyaux au futur et à cet avenir que vous voulez voir se développer. Voilà, donc c'est ça, transformer le passé qui n'est pas passé, c'est aussi résolument se tourner vers l'avenir Et puis donner du sens aussi, ça aide et beaucoup. donner du Donner du sens sens. à ce qui nous arrive et ce qu'on vit. Bah, c'est donner du sens, à la fois une signification, mais aussi une direction, c'est ça l'avenir, c'est la direction, le cap. Hmm. D'autres questions peut-être, Philippe? Oui, d'une spectatrice anonyme, à propos de la question d'en parler à l'entourage. Conseillez-vous d'en parler largement pour éviter les remarques du style «À quand le bébé?» ou cela risque-t-il de nous isoler encore plus car on n'osera plus nous parler d'enfants, de grossesse, etc., au point peut-être de nous ostraciser du monde des gens fertiles et qui ignorent largement le privilège qui est le leur. Hmm. Alors, c'est difficile de conseiller quelque chose, c'est pas tellement notre travail de conseiller. Notre travail, c'est plutôt de vous aider à trouver ce qui va être bon pour vous, ce qui va être juste pour vous, ce qui va vous permettre de vivre le mieux possible les choses. Et donc, j'aurais envie de vous renvoyer la question, qu'est-ce qui va vous permettre de vivre le mieux possible les choses? Et c'est d'ailleurs peut-être quelque chose que vous pouvez partager avec votre entourage. Si vous avez envie d'en parler, si vous sentez que ça vous aiderait d'en parler, ça peut être aussi d'en parler dans des termes qui mentionnent, qui expliquent à l'entourage ce qui vous aiderait à mieux vivre les annonces de grossesse, par exemple. Est-ce que vous préférez être prévenu le plus tard possible ou le plus tôt possible, ou peut-être être prévenu par téléphone, de manière à pouvoir vivre l'émotion qui est la vôtre et qui n'entache en rien la joie que vous avez pour la personne qui annonce la grossesse, mais qui peut-être est difficile pour vous avec votre propre histoire, et ça vous permet de lâcher avant de rencontrer la personne et de pouvoir du coup avoir un partage d'émotions plus positif que celui que vous avez vécu juste à l'annonce. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Alors, je parle de l'annonce de grossesse parce que c'est souvent ce qui est évoqué, cette peur de rencontrer et de faire face à des annonces. Mais ça peut être plus globalement comment, si vous sentez que la nécessité pour vous, c'est d'en parler, comment est-ce que vous pouvez aussi communiquer sur vos propres besoins à l'entourage? Est-ce que vous auriez besoin qu'on vous pose des questions régulièrement sur là où ça en est, ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie qu'on ne vous en parle pas? Enfin, vraiment, en fait, sentir ce qui vous ferait du bien et ce qui serait soutenant pour vous pour traverser ce parcours. Pour compléter peut-être, Mathilde, ce que tu dis, c'est qui dans l'entourage, c'est-à-dire vraiment, comme tu le dis, les besoins, et puis le on, c'est-à-dire peut-être, oui, je veux bien parler de ce que je vis, de ce parcours ou de ce que l'on vit ensemble, avec ce que vous vivez avec votre compagnon, à tel ou tel ami, à votre sœur, mais pas à votre mère. Enfin, quelque part, on l'a mentionné hein, dans notre deuxième conférence, de faire un petit peu... euh, de sentir ça, ce qui peut bouger tout en vous laissant vous étonner, et puis aussi, comme on l'a dit, qui peut être différent entre vous deux. Donc ça, c'est important de le partager, en fait, au sein du couple, pour là aussi tisser entre vos besoins, qui dit quoi à qui, selon ce dont on a besoin, et quand aussi. Donc cela aussi, selon d'un transfert à l'autre, ça peut être variable. Il y a des moments où vous aurez envie d'être très entouré, d'autres peut-être plus isolé. Donc vraiment, comme le disait Mathilde, ça c'est une question à vous poser, mais qui nous paraît très très importante. Peut-être Estelle, encore des compléments? Bah, peut-être le complément, enfin, ce à quoi ça me fait penser aussi, c'est finalement pour vous comme pour les deux membres du couple, mais comme pour l'enfant demain, c'est finalement la question de l'intimité, de nos différents cercles d'intimité, hein. Il y a voilà, il y a des espaces très intimes où on se sent de partager les choses, puis il y a des espaces plus sociaux
où certains partagent très facilement, d'autres moins. Donc c'est peut-être aussi une façon de questionner en fait votre besoin et d'identifier les personnes qui peuvent être des personnes ressources, des personnes à qui parler. Voilà, qui j'invite, enfin avec qui je discute sur le pas de ma porte, qui j'invite à prendre un café à la maison ou qui je fais dormir dans ma chambre à coucher. C'est souvent ça les points de repère que je donne, d'accord? Voilà, c'est des gens plus ou moins intimes, bah, voilà, demandez-vous peut-être voilà, à qui il est utile et pertinent d'en parler pour répondre le mieux à vos besoins et peut-être avec des besoins différenciés dans le couple. Puis peut-être pour compléter, d'avoir en tête que enfin, c'est quasiment tout le temps très bien accueilli. C'est-à-dire que votre entourage, les personnes qui sont proches de vous, qui vous aiment, qui vous portent de l'affection, ne savent souvent pas comment réagir. Et donc le fait de pouvoir partager ça, partager ce que vous vivez et les besoins que vous avez, va souvent être accueilli de manière très positive parce que les gens vont être contents de savoir comment agir et comment se positionner vis-à-vis de vous. Donc, il n'y a pas de. Il y a souvent, c'est souvent une discussion qui est parfois un petit peu. On ne sait pas trop comment aborder le sujet. Et quand c'est fait, en fait, on se rend compte que les personnes sont souvent très soutenantes autour de nous, pour nous accompagner dans ce parcours. Et très respectueuses des besoins qu'on pose. Bon, il peut y avoir des nuances parce qu'il y a des environnements familiaux plus ou moins sains et fonctionnels. Je pense à à quelques consultations récentes, mais C'est voilà. pour ça que je disais souvent. D'une façon générale, le plus souvent, effectivement, on va trouver du soutien. Mm. Il y a d'autres Voilà. questions, Philippe? Non, non, je ne vois justement, je regarde, je ne vois plus de questions. Je pense que ben, nous arrivons à la fin, hein. Il me reste à vous remercier, bien sûr. Juste précision pour tous les gens qui nous ont regardés sur Facebook, sur les pages et sur les groupes Facebook, puisque nous étions ce soir en multidiffusion. Je vois qu'il y en avait quand même pas mal. Il n'était pas possible de répondre aux questions, à toutes les questions en simultané à tout le monde, bien sûr. Mathilde, Éléonore et Estelle vous répondront directement en commentaire sur les différents groupes et pages concernées. Je leur enverrai donc toutes les informations pour qu'elles vous répondent directement, mais on n'avait pas assez de bras pour répondre à tout le monde en même temps. Mesdames, il me reste à vous remercier, bien sûr, et à souhaiter à tout... Ah, j'ai une question de dernière minute, je vous la donne. Allez. Comment se comporter avec des proches qui ne sont pas en mesure d'accueillir notre vécu et qui sont très jugeants? En se protégeant. En s'éloignant. En La posant ses pri- limites. la priorité, c'est de prendre soin de soi. Ouais, tout à fait. Mm. Voilà. Donc celle-là, c'était vraiment la dernière. La Il me réponse est très reste, claire. voilà, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente soirée et à très Merci. bientôt et peut-être à nos réunions, pourquoi pas. Mm. Merci mesdames et merci à tous les spectateurs. Merci. Merci Merci, Philippe, merci merci pour votre Sigogne confiance. et Au merci à revoir. nos Merci. auditeurs. Au revoir. Au revoir, merci.